On peut se demander pourquoi c'est si difficile de changer, même quand on le désire de toutes ses forces. Aujourd'hui, on explore une approche vraiment humaine qui tente de répondre à cette question, l'entretien motivationnel. C'est une méthode clé en addictologie, bien sûr, mais ces principes, en fait, ils s'appliquent à tous les changements de vie. Alors allons-y, plongeons ensemble dans l'art d'écouter le changement. Eh bien, tout commence par là, par ce paradoxe qu'on retrouve au cœur de tant de difficultés, notamment les addictions. Une personne peut vouloir changer de tout son cœur, mais en même temps se sentir complètement bloquée. On voit bien que ce n'est pas juste une question de volonté, c'est bien plus complexe que ça. Et c'est justement ça que l'entretien motivationnel essaie de décortiquer. Et la clé de ce mystère, elle se trouve dans un mot, l'ambivalence. Il faut vraiment s'imaginer une sorte de tir à la corde, mais à l'intérieur de soi. D'un côté, une partie qui tire de toutes ses forces vers le changement, et de l'autre, une partie qui s'accroche et qui tire pour que rien ne bouge. C'est ce conflit permanent qui paralyse, qui empêche d'avancer. Et c'est pour ça que les conseils tout faits du genre « Allez, tu devrais arrêter », non seulement ça ne marchait pas, mais ça peut même être contre-productif. Et c'est là, précisément là, que l'entretien motivationnel entre en scène. Attention, ce n'est pas une technique pour convaincre ou persuader quelqu'un. Pas du tout. C'est avant tout une nouvelle façon de discuter, une conversation. L'idée, ce n'est pas de se battre contre cette ambivalence, mais de danser avec elle, de travailler avec elle. Le but, c'est d'aider la personne à explorer ce conflit intérieur pour qu'elle trouve elle-même son propre chemin. Alors, avant de se jeter sur les outils, les et les techniques, il y a un truc super important à comprendre. L'entretien motivationnel, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit, une philosophie en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la méthode. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Et cette fondation, elle repose sur 3 piliers. Premier pilier, la collaboration. Là, on oublie complètement la posture de l'expert qui sait tout et qui dit ce qu'il faut faire. Non. Le thérapeute et la personne, ils sont partenaires. Ils travaillent main dans la main, comme dans une équipe. On cherche à créer une alliance, pas une confrontation. La relation est d'égal à égal. Deuxième pilier, et celui-là est vraiment fascinant, l'évocation. On a souvent l'impression qu'il faut mettre des bonnes idées dans la tête des gens pour qu'ils changent. Eh bien, l'entretien motivationnel part du principe inverse. Il postule que la motivation, les raisons de changer, elles sont déjà là, à l'intérieur de la personne. Le boulot du praticien, ce n'est pas de créer cette motivation, mais de la faire sortir, de la faire émerger. Un peu comme si on aidait quelqu'un à puiser l'eau de son propre puits. Et enfin, troisième pilier fondamental, le respect absolu de l'autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît que la personne est la seule experte de sa propre vie. C'est elle et elle seule qui fait ses choix et qui est responsable de ses actes. Le thérapeute, lui, il accompagne, il guide, mais il ne décide jamais à la place. C'est la personne qui est l'acteur principal de son changement, pas un simple figurant qui suit des instructions. Il y a une image qui résume ça parfaitement. L'idée, c'est d'être un miroir clarifiant et non un procureur. Le rôle du thérapeute n'est pas de juger, d'accuser ou de chercher la petite bête comme le ferait un procureur. Au contraire, il agit comme un miroir bienveillant qui reflète clairement les pensées, les sentiments et même les contradictions de la personne. Et en se voyant dans ce miroir, elle peut commencer à y voir plus clair elle-même. Ok, maintenant qu'on a bien compris l'esprit de la méthode, le pourquoi ça fonctionne, on peut passer au comment. Parce que l'entretien motivationnel, ce n'est pas juste une discussion à bâton rompu. Non, il y a une structure, un processus en 4 étapes qui guide la conversation pour passer en douceur de l'ambivalence à un vrai plan d'action. Alors, comment ça se passe concrètement? La première étape, c'est l'engagement. Il faut d'abord créer un lien, une base de confiance. C'est essentiel. Une fois que c'est fait, on passe à la deuxième étape, la focalisation. Là, on définit ensemble un objectif de changement, quelque chose de clair et de partagé. Ensuite, on arrive au cœur du réacteur, la troisième étape, l'évocation. C'est le moment où on va faire émerger toutes les raisons de changer qui viennent de la personne elle-même. Et enfin, quatrième et dernière étape, la planification. On traduit toute cette motivation en un plan concret, réaliste et réalisable. Et pour naviguer à travers ces 4 étapes, les praticiens ont une sorte de boîte à outils. On la résume souvent avec l'acronyme anglais ORS. Le O, c'est pour les questions ouvertes, celles qui invitent à la discussion, pas juste un oui ou un non. Le A, c'est pour les affirmations, pour reconnaître et valoriser les forces de la personne. Le R, c'est pour l'écoute réflexive, qui est bien plus qu'entendre, c'est vraiment montrer qu'on a compris en profondeur. Et enfin le S, pour les synthèses, qui permettent de ponctuer la conversation, de rassembler les idées et de continuer à avancer. Et tout ça mène à un point crucial. Il faut apprendre à écouter d'une manière complètement différente. Le praticien devient une sorte de détective du langage. Il est à l'affût de 2 types de discours. D'un côté, il y a le discours de maintien, c'est-à-dire toutes les raisons de ne pas changer, tout ce qui ancre dans le statu quo. Et de l'autre côté, il y a le discours de changement. C'est là que c'est intéressant. Ce sont toutes les petites phrases qui expriment un désir de changer, j'aimerais bien, une capacité, je crois que je pourrais, ou une raison, ce serait mieux pour ma santé. Tout l'art de l'entretien motivationnel, c'est justement de repérer ces petites graines de changement dans la conversation et de les arroser, de leur donner de l'importance pour qu'elles puissent grandir. Maintenant, il faut être clair sur un point.
L'entretien motivationnel, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas une solution miracle qui fonctionne toute seule dans son coin. Il faut plutôt le voir comme une pièce maîtresse, mais une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand, celui du parcours de soins. En fait, l'entretien motivationnel ne remplace pas les autres approches. Au contraire, il les rend souvent plus efficaces. Il peut par exemple préparer le terrain pour une thérapie cognitive et comportementale, ou bien renforcer l'engagement dans un traitement médicamenteux. Il peut aussi très bien se combiner avec des thérapies de groupe ou familiales. En somme, il ne fait pas tout le travail, mais il aide la personne à trouver la clé pour ouvrir sa propre porte au changement. Bon, pour conclure, si on devait résumer l'essence de cette approche, ce qui la rend si particulière et si efficace, la clé du changement, elle ne se trouve pas dans la capacité du thérapeute à bien argumenter, mais dans quelque chose de bien plus subtil. Et voilà, c'est vraiment l'idée centrale à emporter avec soi. Un changement qui dure, un changement authentique, ça ne peut jamais être imposé de l'extérieur. Forcer quelqu'un, ça mène presque toujours à l'échec ou à un changement de façade. Le vrai changement, le profond, il doit venir de l'intérieur. Il doit naître d'un consentement personnel, d'un désir qui appartient en propre à la personne. C'est le respect de cette vérité fondamentale qui est le cœur battant de l'entretien motivationnel. Il y a une formule magnifique qui résume tout ça, c'est une médecine de l'écoute et de la liberté. C'est plus qu'une simple technique, n'est-ce pas? C'est vraiment cet art subtil d'accompagner une personne sans jamais la forcer, en respectant son rythme, sa dignité. Et ça nous laisse avec une question finalement. Est-ce que notre façon d'aider les autres au quotidien respecte vraiment cette liberté fondamentale qu'ils ont de changer ou de ne pas changer?